tout cas, bonjour à chacune et chacun et bienvenue à ce deuxième webinaire d'une série de trois que l'on organise avec notre partenaire Passerelle et Compétences dans le cadre de l'accompagnement eh bien, de l'ensemble de nos partenaires du territoire ouest. Donc, je suis Pascal Petit, je suis chef de projet à l'action sociale et j'interviens sur l'ensemble du territoire, la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire. Aujourd'hui, donc, on va aborder le sujet de la gouvernance associative. Donc, c'est vrai qu'on est en petit comité parce que c'est un webinaire qui est plutôt réservé justement aux structures associatives et soit au conseil d'administration, soit aux directions des associations. Et donc, ce sont Michel Allard et Philippe Mobbs, qui sont tous deux bénévoles experts de Passerelle et Compétences, qui vont animer ce webinaire. Michel Allard est chez Passerelle et Compétences depuis 2022 et elle est l'une des deux créatrices justement du programme d'accompagnement à la gouvernance. Et elle a réalisé au sein de l'association Passerelle et Compétences beaucoup de missions, notamment dans l'accompagnement à la recherche d'administrateurs au sein enfin, pour les associations qu'elles accompagnent. Et Philippe Mops, donc, est chez Passerelle et Compétences depuis un an et il est en charge du développement et de la dynamisation de ce programme de gouvernance. Donc, je vous rappelle que ce webinaire, il est enregistré et il sera diffusé aux personnes qui sont inscrites au webinaire à leur demande. Voilà, donc si vous souhaitez intervenir, bah, les intervenants vont nous dire, comme on est en petit comité, ça va peut-être faciliter les interactions, donc ça c'est plutôt bien. Et peut-être que vous pourrez intervenir directement, sinon n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de la conversation. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Michel et à Philippe. Et je remercie également Jean-Yves Quirion, qui est notre contact, on va dire, privilégié à Passerelle et Compétences pour l'organisation de ces webinaires. Merci beaucoup. C'est à vous. Merci beaucoup Pascal pour cette invitation et l'organisation de ce webinaire. Et donc bonjour à tous. Donc, on va représenter Philippe Mops à l'agenda de ce webinaire. Donc nous avons prévu 1h30, donc nous serons ensemble jusqu'à 11h. Nous allons commencer par un tour de table de présentation. Nous avons déjà été présentés, mais cela vous permettra aussi à vous de vous présenter. Un petit rappel sur Passerelle et Compétences, notre association. Qui sommes-nous et que faisons-nous? Avant d'entamer réellement le sujet de ce webinaire, d'abord un premier point sur la loi de 1901 et la gouvernance des associations de façon un peu plus globale. Que nous dit la loi sur l'organisation des associations? Et ensuite, nous rentrons clairement dans le sujet de la gouvernance, sur les différentes instances qui composent la gouvernance. Nous ferons un focus important sur le conseil d'administration. Et avant de vous laisser la parole pour parler, vous, vos enjeux de gouvernance, quels sont-ils? Quelles sont les problématiques que vous rencontrez, mais également les bonnes pratiques que vous avez développées au sein de votre association. Et nous conclurons ce webinaire par quel appui notre association Passerelle et Compétences peut vous apporter. Et on va vous laisser la place pour un tour de table. Donc, nous sommes, si j'ai bien compris, 3 associations présentes. Donc, ça nous laisse un petit peu de temps aussi pour vous présenter. Voilà, écoutez, on vous laisse nous donner votre nom et votre rôle dans l'organisation. Et peut-être quelques mots aussi sur votre association, sa taille, le nombre de salariés et depuis combien de temps est-ce que votre association existe. Peut-être Hélène, que je vois juste à ma droite sur l'écran. Laisse commencer. Bonjour, moi c'est Hélène Moreau, je suis coordinatrice au sein de l'association Alimentation Bien Commun, association de laquelle j'ai été présidente pendant 3 ans. Et c'est une association qui vient de passer en collégiale là en décembre dernier. Donc moi j'ai quitté le bureau de l'association donc pour devenir salariée. Donc, c'est une association qui compte aujourd'hui 3 salariés, 2 sur un projet territorial qui s'appelle le réseau coopérateur et une salariée au jardin qui cache la forêt, qui est un jardin pédagogique. Donc, l'association gère depuis 3 ans.
Donc, cette association, elle a pour but de promouvoir une alimentation saine et de qualité dans des systèmes de production alimentaire respectueux du vivant et plutôt axés sur le citoyen, la participation citoyenne. Voilà, dans un cadre de coopération entre les personnes. Donc, ce sont des jardins collectifs. Et on fait aussi de la sensibilisation à l'environnement sur le territoire, que ce soit envers des publics scolaires ou du grand public ou des associations de personnes vulnérables. Voilà, c'est tous nos champs d'action qui sont à la fois sociaux, environnementaux, euh, voilà, et pédagogiques. Merci Hélène. Peut-être Christiane? Oui, bonjour, Christiane Zacran. Je vais donner la parole à Benjamin Sayous, on est de la même association, qui va présenter la structure puisque c'est le directeur et moi j'en suis la vice-présidente et puis je vous dirai quelques mots après. Oui, merci Christine. En fait, oui, donc Benjamin Sayus, on est de l'Institut français pour la justice restaurative, qui est une organisation paloise de siège, mais nationale d'envergure, et qui notamment sur la région Bretagne lance une expérimentation pour laquelle Malakoff et Humanis est partenaire. Notre champ d'activité, c'est plutôt le secteur socio-judiciaire, puisque nous proposons, en lien avec le ministère de la Justice, des dispositifs de dialogue restauratif qui consistent en des mécanismes favorisant ou permettant en tout cas le dialogue entre des personnes victimes d'infractions pénales et des auteurs d'infractions pénales. C'est quelque chose qui existe depuis... ça va être la 10e année que c'est introduit dans la loi en France. Notre institut date d'il y a 11 ans. Ça va être sa 11e année. Et donc, nous sommes. Alors, les questions que vous aviez posées, c'était on est 12 salariés, on va être 15 à la fin de l'année. Et voilà, on a des antennes un petit peu sur l'ensemble du territoire. Et nous travaillons voilà, avec plein d'associations, des associations d'aide aux victimes, avec des services de l'État, tout le secteur judiciaire, mais aussi de plus en plus avec dans d'autres structures dans le secteur de l'aide aux personnes âgées ou en situation de handicap. Notamment, c'est le sujet de l'expérimentation que nous menons sur la région Bretagne, des dispositifs de dialogue en situation de maltraitance commis à l'encontre de personnes âgées ou en situation de handicap à domicile. Voilà. Et notamment, voilà, on travaille avec des associations comme le 3960 17 ou les centrales locaux. Voilà. Super. Voilà. Donc, moi, je suis la vice-présidente de l'Institut français pour la justice restaurative et donc intéressée par le webinaire aujourd'hui, justement, sur tout ce qui est gouvernance, avoir un regard de professionnel. Voilà. Merci, Christiane. Merci. Alors, je vois Christian, vous êtes de Malakoff peut-être? Je ne sais pas si vous Oui, voulez oui, dire un mot pour vous présenter. oui, tout à fait. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Oui, oui, Oui? tout à fait. Ok. Je suis le binôme de Pascal Petit. On partage la même mission sur le même territoire quand on travaille ensemble. Voilà. Très bien. Et je connais aussi Hélène, voilà, on est sur un projet de soutien commun de, de leur projet en Centre-Bretagne par le biais de coopérateurs aussi. Bonjour On est Christian. vraiment exclusivement sur la Bretagne, puisque Christian, c'est vrai qu'il travaille Oui. beaucoup sur le territoire breton. Donc là, on est, voilà, on est focus sur la Bretagne et vous allez quasiment avoir une expertise pour vos deux structures ce matin. C'est très, très bien. Super. Merci. Écoutez, merci. Alors, je repartage le. Voilà, et donc nous, qui sommes-nous? Donc, Passerelle et compétences, nous sommes également une association, peut-être de taille même un peu plus petite que certaines associations autour de la table, puisque nous avons 3 salariés. Donc, Passerelle et compétences a été créée en 2002. Donc, nous avons 22 ans cette année, sur la base d'un constat assez simple. Les associations ont parfois des besoins
en termes techniques et ils n'ont pas forcément les ressources pour répondre à ces besoins. Il se trouve qu'il y a par ailleurs de nombreux de nos concitoyens qui seraient prêts bénévolement à apporter leurs compétences pour répondre aux différents besoins des associations. Donc, depuis 2002, nous mettons en relation des associations qui ont des besoins et des bénévoles de compétences qui ont les compétences pour répondre à ces besoins. Donc, nous intervenons essentiellement sur tout ce qui est fonction support, tout ce qui est communication, ressources humaines, finances et stratégie. Donc, notre principale activité depuis 2002, c'est le développement du bénévolat de compétences. Donc, proposer aux associations la mise en relation avec des bénévoles dans le cadre de missions courtes, donc en moyenne 3 mois, quelques heures par semaine. L'ensemble des missions de bénévolat de compétences que nous proposons sont compatibles avec une activité professionnelle, ce qui permet à des bénévoles en activité de les mener. Et depuis 2020, nous avons lancé un nouveau programme que Michel, qui co-anime ce webinaire avec moi, a fondé, ou en tout cas fait partie des fondateurs, qui s'appelle le programme Bénévolat de gouvernance, qui lui répond à une demande des associations de renouveler leur conseil d'administration et d'accueillir en leur sein de nouveaux administrateurs, sur des engagements plus longs pour des mandats d'administrateurs qui sont en moyenne plusieurs années, avec des compétences attendues que sont celles de participer à la construction et à la stratégie et au pilotage des différentes associations. Donc, vous avez sur le PowerPoint notre raison d'être et nos valeurs fortes que nous affirmons, hein, la solidarité, l'indépendance, la bienveillance, l'ambition. Nous fonctionnons, nous, Passerelle Compétences, essentiellement grâce au bénévolat, parce qu'il y a 3 salariés au sein de Passerelle Compétences, mais il y a aussi et surtout 300 ce que nous appelons des passerelles bénévoles, qui font tout ce travail de mise en relation entre associations et bénévoles. Et donc, nous avons une vingtaine d'antennes locales, et notamment une antenne sur Nantes et une antenne en Bretagne. Donc, l'antenne de Nantes, Jean-Yves, qui est présent ce matin, pourra en parler un petit peu plus. Et donc, l'ensemble des associations qui nous contactent sont renvoyées vers nos antennes locales afin de pouvoir les appuyer au mieux. Et nous, donc, Passerelle les compétences fait à la fois du bénévolat de compétences métiers, mission courte et bénévolat de gouvernance. Donc, le sujet de ce matin, c'est justement la gouvernance des associations. Et c'est sur la base de l'ensemble des associations que nous avons accompagnées depuis 4 ans et le lancement du programme, parce que nous avons accompagné plus de 200 associations sur leur question de la gouvernance, qui nous donne une certaine expertise aujourd'hui pour vous présenter quelques éléments qui nous paraissent importants sur la gouvernance. Et Michel, je te passe la main sur le bénévolat de gouvernance. Oui, donc Passerelle les compétences s'est trouvé devant des demandes d'administrateurs. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas chercher un administrateur de la même façon qu'on cherchait un bénévole pour une mission ponctuelle. Les profils recherchés, la disponibilité, les compétences recherchées étant différentes, l'engagement étant différent, on a donc monté ce programme pour s'assurer qu'on faisait les choses correctement. On est parti de 2 convictions. Nous, on est persuadés, et ça vous le verrez dans l'exposé, que c'est vraiment important d'avoir un conseil d'administration qui fonctionne bien. On considère que c'est la première ressource de l'association et que c'est vraiment le pilier pour assurer le développement et la pérennité de l'association. Et notre deuxième conviction, et qui s'avère juste, c'est que finalement, il y a dans la société civile, il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont prêtes à s'investir, qui sont prêtes à prendre ces rôles, mais qui forcément ne savent pas toujours comment arriver, comment le faire, etc. Et finalement, par nos démarches au niveau de différents réseaux, on voit bien qu'on arrive à trouver des administrateurs de qualité qui sont prêts à renforcer les associations. Donc, d'un côté, on a des jeunes associations qui souhaitent constituer un CA ou des associations qui souhaitent le renforcer. On a des CA vieillissants, on rencontre toutes sortes de situations et on est là pour faire en sorte de faire un diagnostic de ce qui se passe au niveau de l'association, c'est-à-dire faire un diagnostic de la composition du conseil et regarder quels seraient les besoins en termes de compétences pour assurer le développement de l'association. Et suite à cette démarche de travail avec le conseil d'administration, on va chercher des bénévoles qui peuvent prendre les missions d'administrateurs dans les associations que l'on accompagne. Donc finalement, une idée simple qui nous a demandé quand même une certaine énergie, un certain travail pour mettre au point le processus qui nous permet d'accompagner correctement les associations et pour développer nos réseaux, pour être en mesure de trouver des bénévoles capables de répondre aux besoins des associations que l'on accompagne.
Donc, comme vous l'a dit Philippe, les éléments qu'on va partager, c'est des éléments que l'on a par notre connaissance sur la gouvernance. Donc, le programme a été fondé par Thierry Prévost, Stéphane Meffre et moi-même. Stéphane Meffre et Thierry Prévost ont avait fait l'Institut de formation des administrateurs. Et nous avions des expériences déjà personnelles par nos parcours professionnels en gouvernance donc des entreprises. Et nous avions tous les trois aussi fait du bénévolat dans différentes structures. Donc, ce programme nous a permis justement d'acquérir un certain nombre de convictions et de bonnes pratiques que l'on a vues au travers des associations que l'on a accompagnées et au travers de nos partenaires. On travaille en partenariat avec IDEAS et avec l'IFA, l'Institut de formation des administrateurs. Nous sommes, Stéphane et moi-même, membres du bureau de l'IFA qui réfléchit sur la gouvernance des associations. Merci Michel. Et donc pour lancer vraiment ce webinaire, quelques rappels quand même de base juridique sur le fonctionnement des associations, et notamment la loi de 1901, puisque l'ensemble des associations, à part celles qui sont en Alsace-Moselle, sont régies par la loi du 1er juillet 1901, qui donne la définition d'une association, qui s'affiche à l'écran, la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que dégager des bénéfices. Donc ça, c'est l'article 1 de la loi de 1901. Que nous dit le reste de la loi? Le reste de la loi ne nous dit pas grand-chose. Le reste de la loi ne donne pas une définition de la gouvernance associative, ne dit pas comment une association doit être organisée, ce qui laisse une certaine latitude aux associations pour pouvoir s'organiser de la façon qu'elles jugent la plus pertinente au regard de leur projet associatif et des personnes qui la composent. C'est-à-dire que ce que nous allons vous présenter aussi tout au long de ce webinaire, c'est quelques grandes tendances et aussi quelques fonctionnements qui sont usuellement utilisés au sein du monde associatif. Sachez néanmoins qu'il n'y a pas de cadre précis pour mettre en place sa gouvernance associative. Il y a simplement quelques règles de base, mais il y a une certaine latitude pour rédiger ses statuts et s'organiser de la façon dont elle le souhaite. Ce qui permet réellement d'adapter ses statuts et son fonctionnement à la réalité. Il y a juste quelques obligations légales, c'est-à-dire déposer ses statuts et la liste des personnes en charge de l'administration de l'association à la préfecture, mais c'est vraiment la seule obligation légale pour une association pour qu'elle puisse fonctionner. Néanmoins, qu'est-ce qui caractérise les associations de façon générale? Première caractéristique, c'est le fonctionnement démocratique, puisque c'est la convention, une association, on l'a vu la slide précédente, c'est la convention entre différents membres, c'est-à-dire que c'est un contrat entre différents membres qui, en principe, ont tous une voix au sein de l'Assemblée générale. Donc, en principe, une association se base sur un fonctionnement démocratique. Un but non lucratif, c'est également inscrit dans l'article 1 de la loi 1901. Le but doit être autre que dégager des bénéfices, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de très, très nombreux objectifs pour des associations. Simplement, il n'est pas possible que l'objectif et l'objet de l'association soient de dégager des bénéfices. Il est cependant bien sûr possible, c'est une possibilité très encadrée, d'exercer des activités lucratives. Néanmoins, il ne doit pas y avoir dans une association de redistribution des bénéfices. Ensuite, ce qui caractérise les associations, c'est une gestion désintéressée. C'est ce que nous dit l'article 1 de la loi. C'est des personnes qui mettent en commun de façon permanente leurs connaissances. Et donc, il ne peut pas y avoir dans une association de profit personnel à l'attention des bénévoles. Donc, les bénévoles ne peuvent pas recevoir ni salaire ni rémunération. Et les dirigeants élus sont bénévoles, c'est-à-dire que les membres du conseil d'administration sont bénévoles. Enfin, il y a la transparence de gestion, ce qui caractérise également les associations. La bonne transparence de gestion est vraiment un axe essentiel de fonctionnement des associations. Et Michel, je te passe la main. Donc, on essaie de se poser la question, finalement, qu'est-ce qu'on appelle la gouvernance d'une association? Donc, on s'est dit qu'on pouvait la définir comme le mode de pilotage et de régulation de l'association dans les respects de ses valeurs et de son objet. Donc, normalement, l'objet de l'association est décrit dans les statuts, ses valeurs également. Donc, le rôle des personnes qui pilotent l'association, c'est de développer l'association
de gérer les problèmes et les conflits qui peuvent apparaître en restant dans le respect des valeurs et de son objet. Donc, la gouvernance, elle doit permettre au travers des règles, de processus, de quelle manière les acteurs concernés, les parties prenantes, participent à la concertation pour être démocratique, à la délibération, à la prise de décision qui oriente les actions, et elle permet d'organiser la répartition des pouvoirs entre les instances, le fonctionnement de la structure, les circuits de décision. Donc, c'est normalement la gouvernance ce qui va décrire les documents qui vont permettre, sur lesquels on va s'appuyer, les instances qui vont fonctionner, qui vont permettre à l'association de se développer. Prochain slide. Donc les statuts, on en a parlé justement juste avant. Les statuts c'est le seul document qu'une association est obligée de rédiger. Puisque pour déclarer une association à la préfecture, il faut joindre les statuts. Donc c'est vraiment le document absolument indispensable pour une association. Surtout, c'est l'acte de naissance de l'association, puisque logiquement, lors de l'assemblée générale constitutive d'une association, on valide les statuts, on les rédige ensemble. Donc, que retrouve-t-on normalement dans les statuts? Principe, en article 1 ou 2, il y a l'objet de l'association, pourquoi l'association se crée, ses règles de fonctionnement, les conditions d'adhésion, de sortie de l'organisation, les obligations de chacun. Les statuts sont juridiquement un contrat entre les différentes personnes qui adhèrent à l'association. Bien sûr, notre recommandation, c'est qu'ils restent simples et précis. Et ils peuvent être complétés par d'autres documents que nous verrons juste après. Donc, la composition des statuts, ce que nous trouvons en principe, donc la description de l'association, son objet, son siège social et sa durée. La plupart des associations sont à durée illimitée. Néanmoins, une association peut avoir une durée limitée de vie. Et également sont décrits dans les statuts le fonctionnement un peu général des instances et des modalités de fonctionnement. Donc, sont décrits dans les statuts qui peut être membre de l'Assemblée générale et membre de l'association, comment fonctionne le conseil d'administration, quelles sont les ressources de l'association et comment faire évoluer l'association, éventuellement faire évoluer les statuts, voire devoir parfois, dans certaines conditions, dissoudre l'association avec l'organisation éventuelle d'assemblées générales extraordinaires. Donc, en principe, ça, c'est ce que l'on retrouve régulièrement dans les statuts des associations. En complément des statuts, donc les documents listés ici ne sont pas des documents légalement obligatoires, mais qu'il nous paraît important de mentionner comme des outils de bonne gestion d'une association. Essentiellement 3 documents qui nous paraissent assez essentiels à avoir au sein de son association. Le premier, c'est le projet associatif. Lui, il décrit la vision à long terme de l'association. Il détaille l'objet de l'association, qui en principe est écrit de façon synthétique dans les statuts, et il permet de donner une vision à long terme de pourquoi l'association s'est créée, pourquoi elle se développe. Le plan stratégique, lui, il est en principe rédigé sur une durée déterminée, en moyenne de 2 à 5 ans, ce qui permet de définir la façon dont l'association va se fixer des objectifs, la trajectoire à atteindre dans les prochaines années, ce qui permet un petit peu de mettre en perspective les projets, les valeurs de l'association, le projet associatif et les moyens qui seront nécessaires pour les développer dans un temps donné en se donnant des objectifs. Enfin, dernier document qui nous paraît aussi assez essentiel au bon fonctionnement d'une association, c'est une charte éthique qui permet de rappeler à tous les acteurs, toutes les parties prenantes, que ce soit les acteurs internes, mais aussi c'est un outil très important pour le communiquer en externe, pour réaffirmer les valeurs de l'association qui sont partagées par tous les acteurs, que ce soit les acteurs internes de l'association, mais aussi les différents partenaires. Donc, ces documents, avoir ces 3 documents dans son association, ça permet le bon fonctionnement de son association. Ça permet d'une part d'avoir une vision à moyen terme des activités de l'association, de fixer les valeurs dans lesquelles l'action se construit. Ce sont des documents qui sont également utiles pour rassurer les éventuels donateurs, les différents partenaires, de savoir que l'association inscrit son activité dans un cadre clair, avec des valeurs communes partagées et des activités clairement définies. Oui, peut-être c'est intéressant que vous réagissiez déjà à ce stade. Est-ce que vous avez ces documents? Est-ce qu'ils vous paraissent utiles? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes en accord avec vos statuts? Parce qu'on rencontre aussi des associations qui ont des statuts, mais finalement qui ne sont pas tellement appliqués au quotidien, ce qui peut poser problème en cas de problème, justement, en cas de
de difficultés dans l'association. Donc, je ne sais pas quelle est votre situation. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Qu'est-ce qui vous intéresserait que l'on développe? Moi, je trouve tout intéressant. Nous, on n'a pas. J'ai vu ça, le projet associatif au Conseil de développement. Je sais qu'ils l'ont travaillé il y a quelque temps. Mais nous, au sein de l'association ABC, c'est pas quelque chose qu'on a fait. Le plan stratégique, nous, on a fait un DLA avec l'association et on a tenté de travailler sur notre modèle économique. Euh, Bon, c'est du coup le projet qu'on a lancé là récemment est un peu dans la ligne de ce modèle économique. Mais on n'a pas un réel plan stratégique comme ça sur plusieurs années. La charte éthique, ben, on n'a pas ça non plus. Nous, on est une association, on a des statuts, on a un règlement intérieur. Ça se limite à ça. Et c'est vrai que on s'est attaché ces dernières années, là, enfin l'année dernière, à vraiment être au plus près de nos statuts et à les considérer comme vraiment quelque chose de cadre, chose qui c'était pas vrai avant. C'est vrai que c'était un peu le côté administratif où on s'y référait pas forcément. Euh, non, moi je trouve tout ça assez intéressant. Je pense que ça peut borner un certain nombre de choses parce qu'on parle souvent de transparence et en fait et d'information et c'est pas simple de pouvoir mettre clairement qu'est-ce que c'est nos valeurs, vers quoi on va non, je trouve ça vraiment très intéressant. Merci. Christiane Benjamin, vous Et, voulez? alors nous avons alors évidemment des statuts. On a aussi construit, alors, on a un projet associatif qui était un point de départ aussi pour un plan stratégique qui, pour le coup, lui, doit être revu parce qu'il s'achevait à 2023. Donc voilà, on était censé le travailler, mais on a été pas mal pris l'année précédente pour pouvoir s'en occuper. Mais effectivement, c'est crucial d'avoir ce genre de choses. On a aussi, nous, du fait de devoir structurer toute une action nationale, on a aussi un code de déontologie, puisqu'il s'agissait de pouvoir aussi construire tout un tas d'actions avec différents acteurs. On a une annexe de ce code de déontologie qui est plus axée sur les personnes en situation de vulnérabilité. On a une politique de protection des personnes en situation de vulnérabilité. On a aussi une charte éthique, mais qui là est plus à destination des donateurs sur comment on va gérer, entre guillemets, les rapports avec nos donateurs. On a après construit des chartes spécifiques pour les bénévoles, pour nos stagiaires, etc., comment on les accueille, etc. Bon, ceci dit, on est toujours intéressé sur la possibilité de s'améliorer, de faire mieux et de voir ce qui se fait, etc. Donc, moi, je suis toujours preneur de tout ce qui peut être envisagé. Voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, nous, pour un de nos chantiers sur cette question, c'est vraiment notre plan stratégique à retravailler pour les 5 prochaines années. Ouais. Mhm. Christiane, vous voulez ajouter quelque chose Je crois que la particularité de notre association, c'est qu'on a des juristes. Ah oui, Euh, Donc, c'est vrai que c'est assez bien cadré. cadré. Et la particularité aussi, c'est qu'on est arrivé sur le développement de la justice restaurative et on est le pilier du développement et de la structuration du développement de la justice restaurative en France. Donc aussi, il y avait un certain nombre de choses qui étaient absolument nécessaires de construire à tous les niveaux. Donc, de ce côté-là, on a avancé. C'est vrai. Par contre, comme on a avancé vite et que ça s'est beaucoup développé ces 2 dernières années, notamment l'année dernière, avec l'arrivée du film de Jeanne Herry sur la justice restaurative, euh, on est un petit peu sous l'eau par rapport au travail qu'il y a à faire on s'est donné comme objectif justement de revoir notre plan stratégique et d'essayer de le décrire et de le mettre en musique assez rapidement, on espère à la rentrée.
Merci. On va peut-être poursuivre sur les instances alors, Philippe, hein. Oui, tout à fait. Donc, nous allons rentrer un petit peu voilà, dans le concret. Et voilà. Donc, quelles sont les instances fréquemment rencontrées? Donc, on l'a vu, hein, dans cette première partie sur la loi de 1901. Il n'y a pas un modèle imposé par la loi. Néanmoins, le modèle que nous vous proposons est le modèle le plus fréquemment rencontré au sein des associations loi 1901, avec une assemblée générale qui est tout en haut, et on reviendra sur chacune de ces instances, qui réunit en principe l'ensemble des adhérents et qui est l'organe souverain qui vraiment donne une fois par an mandat au conseil d'administration pour travailler et qui valide ensuite l'ensemble des activités qui ont été mises en œuvre par l'association. Ensuite, au sein de cette assemblée générale sont élus en principe des personnes pour siéger au conseil d'administration. Puis, émanation de ce conseil d'administration, un bureau qui, en principe, et on y reviendra plus tard, est constitué de 2 à 4 personnes, ce qui permet d'avoir un pilotage beaucoup plus fin et beaucoup plus opérationnel. Et lorsque l'association a atteint une taille importante, en principe, l'association nomme un délégué général qui se charge justement du développement beaucoup plus opérationnel de l'association et de l'encadrement d'une équipe de salariés étant appuyé aussi par des bénévoles, puisque le bénévolat est aussi au cœur du fonctionnement de l'association. Donc, première instance, l'Assemblée générale, l'organe en principe souverain de l'association, composé de l'ensemble des membres de l'association. En principe, ce n'est pas une obligation légale, mais c'est ce qui se fait dans, je pense, 98 ou 99% des associations. Elle se réunit une fois par an. En principe, l'ordre du jour, il est assez commun à l'ensemble des assemblées générales. Il y a une présentation, une validation du rapport d'activité. Il y a une présentation, une validation du rapport financier. L'assemblée générale donne quitus de gestion à l'équipe qui a géré les finances de l'association et valide en principe le budget prévisionnel de l'année suivante. L'assemblée générale a également pour vocation d'élire ou de renouveler les membres du conseil d'administration. Donc, en fonction des associations, les mandats peuvent être plus ou moins longs et d'autres éventuels sujets si besoin. Mais en principe, les assemblées générales sont essentiellement centrées autour du rapport d'activité, du rapport financier et de l'élection des membres du conseil d'administration. Enfin, il peut y avoir une possibilité, il y a en principe une possibilité dans les statuts, c'est la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. En principe, cette assemblée générale extraordinaire est convoquée pour faire évoluer les statuts, pour éventuellement se dissoudre, pour fusionner avec d'autres associations ou accueillir acquérir des biens immobiliers. Donc, juste quelques conseils, mais qui en principe sont suivis par les associations. C'est tout simplement d'avoir un certain formalisme dans la tenue de l'AG. C'est une fois par an. Il y a certaines règles de fonctionnement qui sont en principe définies dans les statuts. Il peut y avoir un quorum, des modalités de majorité. Juste petit point juridique, hein, en cas de non-respect des dispositions statutaires, les décisions prises par l'Assemblée générale peuvent être annulées par la justice. Tout simplement, voilà, s'il y avait un quitus de 50% de membres pour voter à l'Assemblée générale, si seulement 25% des membres étaient présents, si un des membres présents estime que ce n'était pas normal, il peut demander l'annulation de l'Assemblée générale auprès de la justice. Et en principe, c'est accordé tout simplement parce que l'association n'a pas respecté ses statuts. Et ensuite, la validation par l'Assemblée générale permet également de communiquer aux tiers. La plupart des partenaires financiers demandent la validation des comptes par l'Assemblée générale. Les PV d'Assemblée générale sont parfois demandés par les partenaires. C'est pour cela que nous recommandons un certain formalisme dans la tenue des assemblées générales. Maintenant, le conseil d'administration. Alors, comme je le disais, on considère que c'est vraiment la première ressource de l'association. Et on pense qu'un conseil d'administration composé de personnes compétentes, aux profils divers, parce que souvent, enfin, dans certaines associations, on trouve que on rencontre des conseils d'administration qui sont composés par, finalement, et c'est normal au départ, un groupe, entre guillemets, de copains qui ont des compétences assez similaires, qui ont une idée et qui gouvernent l'association. Et à un moment donné, c'est important d'avoir aussi des profils divers. Bien sûr, il faut qu'ils soient alignés sur le projet associatif, ça c'est extrêmement important, et qu'ils soient engagés. Et si on a un conseil d'administration de ce type, ça permet vraiment de démultiplier l'impact de la structure et puis finalement de servir au mieux les bénéficiaires, hein. Donc, le CA est composé d'administrateurs. Le nombre et la désignation normalement est décrit dans le statut. Donc, on a des statuts où il y a 7
7 administrateurs. Il y en a où il y en a 15, il y en a où il y en a 22. Donc, ça dépend vraiment des associations, de la façon dont elles sont composées. Et ils sont en général élus par l'Assemblée générale, comme vient de le dire Philippe. C'est l'AG qui délègue au CA les pouvoirs pour gérer l'association. Ça, c'est en généralement aussi dit dans les statuts. Et donc, le CA va orienter, piloter et mobiliser les équipes pour mettre en place ce qui est l'objet de l'association. Alors, son rôle, de façon générale, ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est il définit où il y a un DG, où il y a des équipes salariées qui proposent une stratégie. À ce moment, il challenge et il valide la stratégie de l'association. En général, il valide aussi le modèle économique. Donc, en fonction de la taille de l'association, ces éléments sont préparés par des équipes. Soit il n'y a pas d'équipe ou pas suffisamment, et c'est donc au conseil d'administration de mouiller sa chemise pour définir justement quelle est la stratégie de l'association, son modèle économique. Il contrôle, donc il définit ceci, et ensuite son rôle, c'est de contrôler la mise en œuvre de la stratégie définie et, justement d'avoir mis en place les éléments qui permettent d'assurer ce contrôle. S'il y a des salariés, il est l'employeur. Donc, il doit écouter, mobiliser les différentes parties prenantes. Et il a aussi l'administrateur a aussi un rôle d'ambassadeur de l'association. On trouve que c'est extrêmement important que que les administrateurs portent finalement la parole de l'association et soient je dirais, ses VIP. Donc, c'est le conseil d'administration qui élit le président et les membres du bureau, et c'est le conseil d'administration qui rend compte à l'Assemblée générale, justement, de la gestion, ce dont on vient de parler tout à l'heure. Nous, ce qu'on pense utile, c'est quand même de définir une charte de l'administrateur, finalement, quels sont ses rôles et ses devoirs. Parce que des personnes arrivent dans l'association et ne connaissent pas vraiment, finalement, quel est le rôle de l'administrateur. C'est important de se poser la question et de le poser, même si ce n'est pas très long. Alors, on a des modèles de charte qu'on pourrait vous transmettre si vous êtes intéressé. Et on va un cran plus loin. On trouve qu'il est intéressant que les administrateurs aient quelque part, de par leurs compétences, un rôle spécifique au sein de l'association. Ce qui permet de savoir par rapport à des problèmes posés, mais finalement, qui dans le conseil d'administration va pouvoir aider, travailler sur ce sujet. Donc, en fonction des besoins de l'association, c'est peut-être intéressant que vous ayez un administrateur qui soit, je dirais, qui ait des compétences en communication. Donc, il va être votre référent sur ces sujets, ou un administrateur, si vous êtes justement dans une association qui travaille sur la santé, d'avoir un administrateur qui connaît bien ses problèmes et qui pourra challenger ce qui se passe au niveau de l'association sur ces sujets, ou la pédagogie, ou enfin, en fonction de votre activité. Il est peut-être intéressant que vous ayez au sein du conseil des administrations qui ont une expertise spécifique, utile à votre activité, et qui ce soit clair, qui soit dans son rôle de challenger, d'apporter des idées, de faire une veille sur sa compétence pour enrichir le conseil d'administration. Donc voilà, donc ça, je viens de décrire un petit peu le rôle de l'administrateur à titre, je dirais, individuel, mais ce qu'il faut, c'est arriver, et ce n'est pas toujours facile, hein, que le CA, le conseil d'administration, soit vraiment une équipe. Cela doit être une équipe engagée au service de l'association. Et ça ne peut pas être seulement une collection d'individus, enfin, on peut toujours avoir une collection d'individus, mais on n'aura quand même pas la même puissance et le même apport vis-à-vis de l'association que si on a une équipe. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a le renouvellement des conseils d'administration. On n'a pas toujours le temps de bien intégrer les administrateurs. On a des conseils d'administration avec des listes de décisions à prendre qui sont parfois très longues. Donc, on prend pas, on prend pas généralement suffisamment le temps pour intégrer les administrateurs et créer cette équipe qui ensuite ira beaucoup plus vite, se comprendra beaucoup mieux et sera plus agile dans la prise de décision. Donc ça, pour nous, c'est un point sur lequel
on insiste et on voit bien la difficulté, hein, c'est cette intégration des administrateurs et le temps pris pour que chacun se connaisse, pour que chacun comprenne les compétences des autres, que chacun euh, partage son mode de fonctionnement pour ensuite avoir des conseils d'administration beaucoup plus conviviaux d'une part, beaucoup plus agiles, pardon, et beaucoup plus performants. Et donc, on s'est posé la question, euh, après nos expériences, dans nos différentes expériences, quelle est la posture de l'administrateur? Et c'est vrai que c'est une posture un peu particulière parce que il est à la fois, il n'est pas décideur, c'est pas un manager comme dans l'entreprise. Il n'est pas coach parce qu'il faut aussi décider. Donc, c'est une posture de, comment dire, il faut qu'il soit en mesure de décider, de conseiller et de faire émerger de nouvelles solutions, hein. Donc, il y a de l'écoute, il y a une forme d'humilité. L'administrateur qui arrive dans un conseil et qui sait tout et qui a des idées sur tout, en général, ne rend pas service ni au conseil d'administration ni à l'association. Il faut de l'ouverture, une capacité à la fois d'affirmer ses opinions, parce que parfois il est important d'alerter dans un conseil d'administration et de ne pas être dans un phénomène, je dirais, mouton, puisqu'on l'a dit, ben, on suit, mais on ne s'est pas posé la question. Donc il faut quand même prendre le temps de regarder les dossiers, d'être capable d'alerter, d'en faire preuve d'un sens critique, mais constructif et bienveillant. Voilà, donc beaucoup de qualités finalement sont nécessaires pour un administrateur pour arriver justement à créer cette équipe engagée et apporter avec du positif des idées à l'association. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, comment vous réagissez par rapport à ça. On va peut-être passer au slide suivant, puis on vous laissera la parole. Philippe, tu peux... Oui, c'est bon, c'est la slide suivante, Michel. Oui, pardon. Donc, ce qu'on se dit, c'est que pour que ça fonctionne bien, il faut que l'équipe soit bien composée. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, des expertises diverses autour de la table, des profils qui garantissent la diversité des approches aussi ou des points de vue. Donc, c'est intéressant d'avoir dans des conseils d'administration des personnes expérimentées, mais aussi ça peut être très intéressant d'avoir des jeunes, par exemple, qui ont une sensibilité différente par rapport aux problèmes qui se posent aujourd'hui, par rapport à l'écologie, par rapport à l'éducation, par rapport à un certain nombre de sujets sociétaux. Donc, par exemple, quand on voit une association qui s'occupe de jeunes dans des banlieues difficiles et que dans le conseil d'administration, il n'y a que des retraités d'un certain âge, ben, on trouve cela dommage, hein, parce que ce serait peut-être intéressant qu'ils intègrent des éducateurs beaucoup plus jeunes ou des personnes qui connaissent quand même de façon plus proche le terrain sur lequel ils interviennent, dans des diversités d'âge, des diversités d'origine sociale, de profil, de parcours. Tout ça apporte de la richesse au sein du conseil d'administration. À la fois, ça apporte de la richesse et à la fois, c'est exigeant parce que plus on est divers, plus il faut prendre le temps, et je reviens sur le point précédent, d'intégrer et de s'accorder. Donc la richesse, elle n'est pas spontanément, elle vient de cette diversité si on prend le temps de la faire vivre. Donc on a, par exemple, on a rencontré une association, donc ils avaient décidé de prendre deux jeunes. Donc on a cherché, enfin il y a pas, on a trouvé deux jeunes. Mais ces deux jeunes n'ont pas été intégrés, donc ils étaient comme un cheveu sur la soupe et ils ne pouvaient pas apporter ce qu'ils auraient pu s'il y avait eu une discussion, une intégration, si le C avait formulé ce qu'ils attendaient d'eux, voilà. Donc il y a toute cette phase d'intégration qui est extrêmement importante et cette diversité qui est extrêmement riche. C'est pour ça on dit le renouvellement du conseil d'administration, c'est un sujet important et c'est un sujet qui doit s'anticiper.
C'est pas 3 mois avant l'AG qu'il faut chercher les administrateurs. C'est réfléchir bien en amont, finalement, de quoi on aura besoin en termes de compétences, de quoi on aura besoin en termes de profil, comment, qu'est-ce qui nous serait utile pour mieux fonctionner. Euh, et cette réflexion doit être menée très en amont pour justement se permettre euh, de trouver des profils qui correspondent le mieux possible à, à, à- à la composition de ce CA et donc à son efficacité sur le terrain. Donc, ce que je viens déjà de le dire, en fait, tout ça, c'est un fonctionnement qui est exigeant euh, parce qu'il faut et ce fonctionnement, il s'appuie sur des facteurs, je dirais, structurels, qui sont ce qu'on vient de dire, la composition du conseil d'administration, les statuts, les règlements intérieurs. Donc, il y a des documents structurels qui vont faire qu'un CA fonctionne bien, est à même de bien fonctionner. Et puis, il y a des facteurs très opérationnels. Pour qu'un CA fonctionne bien, ben, il faut que les réunions soient bien préparées, qu'il y ait un président qui anime ce CA, qui donne la parole à tout le monde, qui répartit les rôles et les contributions. Il faut que les relations entre le conseil d'administration et les parties prenantes, notamment les salariés, les bénévoles, soient clairement gérées, identifiées. La plupart du cas, quand il y a un, un délégué général ou un DG, c'est intéressant qu'il cet esprit d'équipe. Et puis, il faut aussi, et c'est ce qui manque très souvent, qu'il y ait des temps dédiés au suivi. C'est-à-dire, il y a des décisions qui sont prises, c'est très bien, mais c'est très important aussi que de façon régulière, on se pose la question, mais compte tenu des décisions qu'on a prises, quel est l'impact, comment ça se passe? Donc, un fonctionnement exigeant, les CA se réunissent, alors c'est très variable en fonction du stade de maturité de l'association, hein. Quand on est une association jeune, ils peuvent se réunir tous les mois, tous les 3 mois. Quand on est une association qui vit une période charnière de changement d'échelle, de mise en place d'une équipe salariée et autres, ça peut être aussi des réunions fréquentes. Sinon, très souvent, c'est un CA tous les 3 mois ou Oui, en général, je pense qu'une bonne pratique, c'est tous les 3 mois, hein, c'est en général ce que l'on voit, Philippe. Donc, je ne sais pas quelles sont vos pratiques chez vous, mais c'est en général ça. Il est important aussi, mais ça va de soi, mais que les décisions qui soient prises au CA soient communiquées, hein, qu'elles soient partagées. Alors, tout ce qui est dit au CA ne doit pas être communiqué, mais quand il y a des décisions qui sont impactantes pour les parties prenantes, c'est important que le CA choisisse et définisse comment il va communiquer ces décisions pour que justement tout le monde soit aligné sur les décisions du CA et qu'il y ait une réelle fluidité entre la gouvernance et les opérationnels sur le terrain. Peut-être avancer. Donc là, c'est peut-être un peu, comment dire, un peu fastidieux. On s'est posé sur les rôles des administrateurs, donc, et finalement ce dont ils ont besoin pour conduire ces rôles. Donc on s'est dit, il y a des rôles de réflexion, de suivi, de décision, avec des impacts pour définir des orientations stratégiques, par exemple. Il est important de connaître le contexte de l'activité, de connaître les attentes des bénéficiaires, et c'est à partir de ça qu'on va définir des orientations stratégiques. Si on est sur le contrôle et la mise en œuvre, c'est plus des compétences financières, de maîtrise des risques, d'adéquation des ressources qui vont permettre de s'assurer qu'on met en œuvre correctement les orientations stratégiques que l'on a définies. Et puis, il y a des rôles qui sont plus des rôles de communication, c'est-à-dire c'est aligner, motiver, accompagner les équipes. Quand il y a beaucoup de bénévoles, ben, les membres du CA peuvent avoir un rôle très moteur pour la motivation des bénévoles. Ils peuvent aller sur le terrain, expliquer l'enjeu, être reconnaissants par rapport à ce que font les bénévoles. Les bénévoles donnent beaucoup très souvent, mais ils attendent
un peu en contrepartie une certaine reconnaissance qui peut être apportée par des membres du CA. Et puis, il y a tout ce qui est vive associatif qui permet de créer ce lien au sein de l'association où il est important que les membres du CA participent, se manifestent ou en tout cas veillent que cette vie associative existe. Et puis, les membres du CA sont aussi les ambassadeurs auprès des politiques, des élus, des administrations, des mécènes, des partenaires quand il y a des partenaires. Donc, on a essayé de un petit peu schématiser les différents rôles euh, du, euh, du conseil d'administration, des administrateurs et donc des compétences qui sont utiles pour que tout ça fonctionne. Merci Michel. Alors juste un petit mot pour finir cette partie sur les différentes instances. Donc le bureau, alors le bureau n'existe pas dans toutes les associations. On l'a vu, hein, chaque association fonctionne comme elle le souhaite. Et on peut également noter quand même que se développent des nouveaux modes d'organisation dans le monde associatif. On parle beaucoup du président, du conseil d'administration. Il y a aujourd'hui 8% des associations qui fonctionnent sans président. Pour être très précis, il y en a 4% qui fonctionnent avec une coprésidence et 4% qui fonctionnent même sans coprésidence et avec une collégialité. On tient quand même à mentionner que qu'il y a une certaine évolution dans le monde associatif, que cela reste très minoritaire, les nouvelles formes d'organisation, néanmoins elles tendent à se développer. Maintenant, ce que nous rencontrons quand même dans la grande majorité des associations, notamment les associations de taille conséquente, c'est un bureau qui, lui, se réunit beaucoup plus fréquemment que le conseil d'administration. Très souvent, alors c'est entre 2 et 4 membres dans le bureau. La plupart du temps, c'est 3 personnes, le président, le trésorier et le secrétaire. Il peut y avoir parfois des vice-présidents, hein. On l'a vu, Christiane, vous êtes vice-présidente. Vous nous direz tout à l'heure si vous avez un bureau dans votre association, où il peut y avoir certaines compétences techniques. Et en principe, le mode de fonctionnement du bureau est régi, comme celui du conseil d'administration, dans les statuts. Donc son rôle, lui, c'est accompagner de façon beaucoup plus opérationnelle la structure. Autant vraiment le conseil d'administration s'investit dans le pilotage et la stratégie. Le bureau, lui, il s'investit en principe de façon beaucoup plus opérationnelle, avec un danger que nous voyons assez régulièrement dans certaines associations que nous accompagnons, c'est que finalement, le bureau fasse à la fois les fonctions de bureau et de conseil d'administration, avec un conseil d'administration qui ressemble malheureusement parfois à une chambre d'enregistrement de décisions prises par le bureau. Et c'est vrai que nous, dans le cadre notamment de notre programme bénévolat de gouvernance, et comme l'a bien expliqué Michel, nous militons pour que le conseil d'administration soit une véritable équipe impliquée et que l'ensemble de la définition de la stratégie ne repose pas sur le bureau. Et c'est un des écueils que nous rencontrons souvent dans les associations que nous accompagnons. Donc voilà pour le fonctionnement que nous rencontrons. Quelles sont vos réactions, vos questions, éventuellement vos témoignages sur le fonctionnement de vos associations? Et Benjamin, j'ai bien noté une première question sur un modèle de fiche d'administrateur. Je vais en chercher une en même temps pour essayer de vous la présenter en direct, pour vous montrer très concrètement à quoi cela ressemble. Et donc, je passe la parole peut-être pour que vous nous disiez, Hélène, Benjamin, Christiane, comment est-ce que ça fonctionne dans vos associations? Moi, je veux bien commencer. Donc, moi, je suis vice-présidente. Dans notre association, nous avons un bureau avec une présidente, une vice-présidente, un trésorier et une secrétaire générale. C'est vrai que nous avons quand même au niveau institutionnel, enfin, des relations avec le ministère, avec beaucoup d'institutionnels. Et c'est vrai que le fait d'avoir un président est important parce qu'il faut représenter avec un certain statut auprès de ses interlocuteurs. Et donc, c'est ça aussi qui fait que chez nous, c'est vrai que la parole, elle est surtout portée par notre présidente. Et ensuite, l'idée, ça a été pour elle d'avoir différentes compétences. Moi, je viens du privé et on a utilisé mes compétences parce que j'étais spécialiste en études qualitatives à l'international et on a créé un observatoire de la justice restaurative qui consiste à justement faire des enquêtes auprès des personnes qui ont bénéficié de mesures de justice restaurative et sur lesquelles je me suis impliquée plus particulièrement. En ce qui concerne le conseil d'administration, et tu diras, Benjamin, si c'est d'accord avec moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une réflexion
justement, qui va dans le sens de ce que vous dites. Et on est en train de créer différentes commissions avec justement des administrateurs qui, selon leurs compétences, vont apporter leurs compétences sur des domaines particuliers. Et la réflexion sur le renouvellement du conseil d'administration, justement, enfin, on arrive là, on a la semaine prochaine notre assemblée générale, et justement d'essayer d'avoir des compétences différentes, ou des personnes qui représentent, enfin, pour nous, dans le milieu judiciaire, à la fois sur les avocats, sur l'administration pénitentiaire, etc. Donc c'est vrai que ça fait partie des réflexions. Et avec un conseil d'administration qui n'est pas très actif actuellement. C'est vrai que on est plutôt dans l'enregistrement et ce qu'on souhaite faire évoluer. Voilà, on en est. Benjamin, tu peux compléter. Et Hélène, peut-être, peut-être? Hélène? Oui, ben alors, que dire? Nous avons eu un fonctionnement au départ avec un bureau, on va dire, qui avait un peu toutes les... Mm. et on a intégré des personnes justement pour tout le côté opérationnel du projet, parce qu'il est sur différents axes, on va dire. Du coup, il a fallu, et c'était l'idée de départ, de rendre collectif ce projet. Parce qu'au départ, c'est un peu un projet militant en faveur de l'écologie. Les compétences, on les avait pas forcément au sein du bureau. Mais on avait beaucoup de bonne volonté et donc on a acquis des compétences sur le terrain, en fait. Je pense qu'on s'est beaucoup formé là-dessus. Euh, Peut-être un peu de manière un peu improvisée, un peu au fil de l'eau, parce qu'on était en même temps très très occupés. Donc il y avait une grosse charge de travail au niveau du bureau premier. Et donc cette ouverture de bureau élargi a mené vers la collégiale d'aujourd'hui, en fait, euh, Mhm. qui a pris en charge différents rôles avec une répartition. Ça devenait nécessaire parce que la charge était quand même assez importante. Et du coup, avec des difficultés à anticiper, des difficultés à connaître même le fonctionnement associatif le plus, celui qui aurait été le plus opérationnel. En fait, on était tellement occupés à faire que il y a plein de choses qui nous ont échappé dans un premier temps et puis qu'on a compris que bon, ben, il fallait faire un budget prévisionnel, voilà, il fallait euh, et donc, ça nécessitait des compétences, en fait, que on n'avait pas forcément. Donc, on a appris à aller vers un fonctionnement normal et plus professionnel, on va dire, et plus performant aussi. On n'est pas... moi, quand je vous entends, ben, en fait, ça clarifie énormément de choses pour moi, tout ça, et ça ouvre des orientations intéressantes sur des dysfonctionnements que j'ai pu constater, hein, pas par comment dire, carence des membres, en fait, mais aussi par le fait que les demandes, elles sont pas forcément claires pour eux. Qu'est-ce qu'on attend effectivement d'un administrateur? Euh, et tout ça, en fait, le rôle de chacun, il n'est pas forcément clair. Moi, je suis en train de faire ce travail-là pour le projet coopérateur. Donc, c'est un peu différent, mais effectivement, ce sont des questions
qui sont difficiles à aborder parce que il y a plein de façons de les aborder, plein de réponses possibles. Et donc, c'est quand même un travail qui est long à mettre en œuvre et c'est pas simple. Et donc, bah, j'ai envie de vous remercier déjà parce que tout ce que j'ai entendu là, ça me donne des pistes pour mon travail actuel. Donc, merci beaucoup. Oui, mais c'est vrai que c'est pas simple, et d'autant plus quand on est dans une association, je dirais, jeune, militante, enfin, etc. On est porté par l'action, par voir ce qu'on peut faire, etc. Mais ce qu'on propose là, je pense que c'est quand même important pour sécuriser et pérenniser la structure. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut bien mettre un ordre de marche, entre guillemets. Et là où c'est compliqué, c'est que du coup, on peut avoir l'impression à un moment donné, de casser un peu cette dynamique amicale ou une dynamique bienveillante, une dynamique qui s'est instaurée. Et là, tout d'un coup, on est en train de dire il faut donner des rôles à chacun. Voilà. Donc, ça, comment dire, c'est pas si simple de franchir le pas, mais on considère que c'est utile. Parce qu'à un moment donné, si on ne le fait pas, bon, on se retrouve dans entre guillemets, je vais dire, un McMahon dont on ne sait plus qui tire les ficelles de quoi, qui est responsable de quoi, comment sont prises les décisions, et Et puis, même ça au-delà peut de créer ça, beaucoup de difficultés. dans la réalisation, dans la mise en œuvre, en fait, si les rôles ils sont mal répartis, les missions pas bien connues, en fait, il y a des choses qui ne sont pas prises en charge par ceux qui devraient prendre en charge ces rôles et ces missions. Et en fait, tout repose sur quelques personnes qui ben, Oui, voient que telle ou telle chose ne sont pas réalisées et que du coup, il y a des dommages en fait, hein, en termes de com, en termes exactement, de plein de choses. exactement. Et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que mon association, je sens bien qu'il y a il y a de la, il y a de la valeur, il y a du courage et de la bonne volonté de chacun de faire, de participer, de prendre en main son pôle, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même 6 pôles au sein d'ABC, donc avec des personnes qui sont en demande bah, de structuration aussi, parce que je pense que chacun en a besoin en fait de ce cadre et puis d'un cadre où tout effectivement est réparti pour créer cette idée collective quand même, parce qu'au départ, nous, c'est une idée collective qu'on a envie de développer. Et en fait, c'est pas si simple Et Hélène, de vous le faire. parliez de collégial. Ça veut dire que les membres de je ne sais pas si c'est un conseil d'administration aujourd'hui, un bureau élargi, leur mode de fonctionnement, c'est des décisions au consensus. Qu'est-ce que vous entendez par collégial? C'est des coprésidents, c'est une gouvernance partagée. Une gouvernance partagée. Mais Voilà, parce qu'une gouvernance partagée, c'est aussi très exigeant. c'est très exigeant aussi. Mais c'est pareil, on apprend. On a D'accord. des personnes autour de nous qui connaissent la gouvernance partagée, qui ont commencé à des travaux avec nous pour justement essayer de structurer un peu tout ça. Mais c'est pas simple parce que ça, en fait, ça nécessiterait vraiment, bah, comme vous dites, pourquoi pas une réunion par mois pour vraiment déjà reposer le cadre de la décision. Enfin, il y a Oui. plein de choses en fait qui sont à mettre au commun pour que finalement ce soit bien compris par tous. Et ça, Oui, c'est parce que pas. la gouvernance partagée, de ce que je m'en connais, je ne suis pas une spécialiste, et on le voit un petit peu dans certaines associations, c'est je- c'est encore plus exigeant sur le rôle de chacun dans le cercle de décision. Parce que si on veut que les décisions se prennent, il faut bien enfin, que les rôles soient bien définis, les règles de décision soient bien définies, que les régulations soient mises en place. Donc, je me trompe peut-être, mais j'ai le sentiment que c'est encore plus exigeant qu'un conseil d'administration traditionnel. Alors, c'est peut-être plus démocratique, je ne sais pas. Enfin, c'est vraiment des sujets que l'on est en train de regarder attentivement. Et en tout cas, dans ce que je vois jusqu'à présent, on reste toujours quand même avec alors on n'appelle pas conseil d'administration forcément, mais on reste toujours par un collège qui, qui pilote l'association et qui a plus ou moins le rôle du conseil d'administration qu'on vient de définir. Donc, je ne sais pas si vous partagez ça, Hélène, ou si vous allez vers autre chose.
Bah oui, c'est un collège, ouais, pour moi, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Mhm. C'est plutôt un mode de fonctionnement du collège. Alors, on va peut-être dire deux mots sur les commissions, parce que je vois que vous dites que vous allez mettre en place des commissions au sein du CA. Donc ça, c'est une excellente idée pour faire avancer des sujets. Et ça peut être aussi une idée alors je ne sais pas si vous le voyez comme ça, mais parce qu'une commission, elle peut être animée par un membre du CA ou plusieurs membres du CA et peut être ouverte à d'autres personnes. Et donc ça peut être une idée pour amener des experts sur un sujet qui les intéresse, leur faire connaître l'association et, si affinité, renforcer le conseil d'administration sur des sujets qui vous semblent clés. Donc ça, c'est peut-être un bon moyen de... Diapo là, on voit, Ah, on voit ça, plus de diapo là. on Pardon? voit plus. On ne voit plus Non, parce de qu'on échange diaporama. là. On va revenir sur le diaporama, Ah, j'arrive. pardon, ok. Je Voilà. croyais qu'il y avait une diapo que Peut-être vous alors, afficher. Ok, d'accord. peut-être on va aussi répondre à L'idée, Benjamin. Et Hélène, semble-t-il, ça vous intéressait de savoir concrètement ce que c'est qu'une fiche d'administrateur. Si ça vous intéresse, je peux vous en partager une tout de suite. Peut-être juste en deux mots le contexte de la rédaction de cette fiche. Donc, c'est une association qui nous a contactés, une association qui gère un lieu d'accueil de séjour de jeunes, colonies de vacances, etc. 3 salariés, 600 000 euros de budget. Un conseil d'administration à une moyenne d'âge de 75 ans et un président 79 ans qui nous informe qu'il est trop vieux pour continuer et il nous a sollicité pour l'accompagner au renouvellement de son poste de président. Donc, on a travaillé pendant environ 3 mois sur le fameux diagnostic de la composition du conseil d'administration. Et avec le conseil d'administration, nous sommes atterris sur donc, ce document-là. Donc, c'est très concrètement, c'est une fiche de mission président de l'association. Donc, vous avez une présentation de l'association, le contexte dans lequel nous serons amenés à rechercher un nouveau président. Et ensuite sont détaillés l'ensemble des missions et du rôle du président. Vous le voyez, définir, animer les travaux de la gouvernance, veiller à la mise en œuvre du projet associatif. Donc, ça permet de lister l'ensemble des tâches qui seront effectuées par le président de l'association. Sont également détaillés dans la fiche de mission le processus d'intégration, la question des conflits d'intérêts et la disponibilité qui est demandée. Donc là, c'est un document que nous travaillons donc avec le conseil d'administration en place afin de bien fixer le cadre de l'intervention. Donc ça, on pourra le partager. Ceci dit, Philippe, oui. c'est pas vraiment une charte administrateur. On va vous envoyer la fiche. Tu sais, on a une fiche pratique sur la charte administrateur. Et dans la charte administrateur, c'est plutôt les rôles, les devoirs de l'administrateur et sa mission spécifique. Donc ça, on va vous envoyer ce document. C'est une des fiches pratiques, Philippe, que nous avons sur le sujet. D'accord, très bien. Ah oui, je suis tout à fait. Voilà. En fait, avoir un modèle, c'est très intéressant. Avoir aussi une fiche pratique sur comment la construire, Voilà. c'est aussi très intéressant. Voilà, on a fait une fiche pratique et dans laquelle il y a quelques modèles très synthétiques, mais on va vous envoyer ça. Hein. Voilà. Et peut-être dernier mot quand même. On va... Ouais. Ah, juste une petite seconde, je vais également vous partager la version un peu plus sexy, c'est-à-dire que ce que je viens de vous montrer, c'est vraiment une fiche interne. C'est-à-dire qu'on a deux types d'outils. On a une fiche interne qui dit en interne qui fait quoi. Vous avez vu un document Word assez détaillé. Et nous, on le traduit en une annonce qui se veut un peu plus motivante parce que ça reste du bénévolat. Et c'est-à-dire que nous, ce que nous vous présentons, c'est quelque chose finalement d'assez processé, avec clairement des missions définies, mais ça reste de l'engagement bénévole. Et c'est vrai que aussi avoir un outil beaucoup plus motivant pour des potentiels bénévoles, ça permet aussi d'éviter d'avoir quelque chose de trop sérieux et ça permet aussi d'avoir différents outils. Et on a d'un côté un outil très structuré qui fixe le cadre, de notre côté un outil plus communicant pour essayer de donner aussi envie à des personnes de rejoindre le conseil d'administration. Voilà. Désolé Michel, écoute, je vous laisse la parole d'ailleurs, c'est quoi la suite? On va peut-être, voilà. On passe au slide suivant. Donc, un point qui nous semble aussi extrêmement important dans les associations, et donc là, vous avez des salariés, vous connaissez ce sujet, c'est en fait la relation entre le conseil d'administration, qui sont des personnes élues bénévoles, et les salariés de l'association. Donc, Hélène, par exemple, vous avez été à la fois quelque part dans le bureau au départ, et là, vous devenez salarié. C'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important
de voir aussi quel est le rôle de chacun. Et c'est pas toujours facile, justement, de passer d'un rôle de président à un rôle de salarié ou vice-versa, hein, parce que on n'est pas dans la même posture et dans la même logique. Donc, il faut vraiment qu'un équilibre soit trouvé entre les élus, qui sont quand même là, quelque part, dans un rôle de décision, d'orientation, de suivi, et les salariés qui sont plus dans un rôle opérationnel d'exécution des décisions qui sont prises par le conseil d'administration. En même temps, c'est eux qui sont dans le terrain, sur le terrain, c'est eux qui voient ce qui se passe, comment ça se passe, et c'est très important qu'ils puissent être écoutés par le conseil d'administration pour avoir des retours de ce terrain, pour bien comprendre ce qui se passe sur le terrain. Donc, il y a des rôles bien spécifiques et des communications qui doivent être bien organisées. C'est-à-dire, il doit y avoir des communications, je dirais, de type formel. Un DG doit rendre des comptes sur des tableaux d'activité, sur des budgets, sur sur des suivis de ses projets. Ça, si je dirais, c'est le côté formel. Il doit aussi donner sa vision, sa perception de ce qui se passe sur le terrain pour aider le conseil d'administration, pour que le conseil d'administration ne soit pas hors sol. Et une des façons de ne pas être hors sol, c'est justement d'avoir des personnes compétentes qui peuvent aller sur le terrain sur des sujets précis. Donc, pour que ça fonctionne bien, ce qui nous paraît, on a essayé de chercher quelques éléments qui permettraient finalement de sécuriser cette relation conseil d'administration, élu bénévole et salarié. Donc, déjà, un conseil d'administration bien composé dans son rôle, parce que si finalement comment dire, les opérationnels s'adressent à un conseil d'administration et qu'ils ont l'impression qu'ils n'y connaissent rien à leurs problèmes, ça ne va pas faciliter les choses. Donc, on revient toujours sur cette histoire de bien composer avec des bonnes compétences, mais qui reste dans son rôle d'orientation et qui ne fasse pas les choses à la place de l'équipe opérationnelle non plus. Le partage d'une feuille de route, c'est-à-dire que le conseil d'administration va définir, on a dit tout à l'heure, c'est intéressant d'avoir un plan stratégique. Donc, le conseil d'administration va travailler sur les orientations stratégiques, mais la feuille de route opérationnelle, elle est faite par les opérationnels et elle est partagée avec le conseil d'administration. Et c'est ça qui va permettre de faire un suivi efficace, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est de la feuille de route qu'on a validée ensemble. D'où l'intérêt d'avoir cette feuille de route ou ce... Alors, parfois, c'est un plan stratégique, feuille de route, enfin, tout ça, c'est des termes, il faut l'adapter aux besoins de l'association. Il ne faut pas non plus passer du temps à faire du formalisme, mais il faut qu'il y ait suffisamment d'éléments pour que les uns et les autres puissent se comprendre et partager l'avancement. L'identification de rôles et de compétences complémentaires et croisées des acteurs. Donc, par exemple, si vous recrutez un administrateur parce que vous voulez justement faire connaître votre association, la développer sa notoriété, qui soit donc un professionnel de la communication, c'est intéressant de définir comment il va interagir avec les gens qui font la communication sur le terrain. Il ne doit pas faire à leur place, il doit leur apporter des idées, les challenger, mais il faut aussi laisser la place aux opérationnels. Si on trouve dans des conseils d'administration que des donneurs d'ordre, je pense que les salariés vont vite se fatiguer. Donc, il faut bien gérer cette posture et ce positionnement. Ce qui nous paraît important aussi, et on voit que dans les associations qui fonctionnent vraiment bien, c'est le binôme président et délégué général directeur qui doit bien fonctionner. C'est-à-dire si les deux ne sont pas alignés, si on est dans des conflits, donc là, ça fait perdre beaucoup de temps de tous les côtés et on perd beaucoup d'énergie. Donc cet alignement est important. Donc un bureau qui reste dans son rôle charnière, c'est-à-dire il fait appliquer, il aide l'opérationnel à appliquer les directions, les orientations qui ont été données, et puis il est, comment dire, avec un peu plus de recul que les opérationnels, il peut donner des avis ou répondre à leurs alertes, ou voilà. Des outils pour organiser cette charnière entre le conseil d'administration et les opérationnels, c'est-à-dire des outils, c'est des outils simples, hein. Peut-être c'est intéressant que les opérationnels soient capables de donner un rapport d'activité très simple pour le conseil d'administration, quelque chose de formalisé. Il ne faut pas rentrer dans des usines à gaz, mais qui est quand même des éléments factuels
qui permettent d'avoir un échange construit sur des faits, sur des chiffres et pas seulement sur des idées ou des sentiments. Parce que quand on travaille juste sur du ressenti, à des moments, on peut s'égarer dans les ressentis des uns et des autres. Et puis, évidemment, c'est un bon alignement dans les différentes parties. Mais cet alignement, il doit se construire par un minimum de formalisation quand même pour que les choses soient transparentes. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet-là. Philippe, peut-être. Oui, Oui, donc un des éléments qui rentre aussi. Pardon, Philippe, tu voulais parler? pas du tout. Non, non, vas-y, Michel, désolé. Pardon. Donc, un des éléments qui contribue justement à cette clarification et à cette fluidité, c'est des délégations de pouvoir. Je pense que c'est confortable pour un DG de savoir finalement quelles sont ces délégations. Alors, il y a des délégations en termes financiers, des délégations en termes RH. Donc, est-ce que c'est lui qui recrute? Qui donne un avis sur un recrutement? Est-ce que s'il reste dans son budget, ben, c'est à lui de prendre des décisions sur les dépenses ou pas? Enfin, tout ça, c'est à clarifier pour faciliter la vie des uns des autres. Donc, les délégations, on considère que c'est quand même important dans l'association d'avoir ces délégations et qu'on sache les décisions, elles sont prises à quel niveau finalement, hein. Et ça clarifie aussi, ça permet aussi de clarifier les rôles des uns et des autres. Il y a des décisions qui relèvent du conseil d'administration, il y a des décisions qui peuvent être déléguées au bureau. A priori, pas trop, parce que sinon on tombe dans le problème qu'évoquait Philippe, le bureau qui fait tout. Le bureau, il doit faciliter entre le conseil d'administration et l'opérationnel. Donc, les délégations seraient plutôt entre le CA et les DG. Après, il y a forcément plein de situations intermédiaires. Donc, on parlait tout à l'heure des comités de groupe projet intégrant des administrateurs, des commissions intégrant des administrateurs. Tout ça sont des choses qui fluidifient les relations entre les uns et les autres. Merci Michel. Juste dernier mot sur la question de la responsabilité des dirigeants et notamment des membres du conseil d'administration. On l'a vu tout à l'heure, hein, lorsqu'une association se crée, il y a 2 documents à envoyer à la préfecture, c'est les statuts et la liste des membres du conseil d'administration. Et ce sont ces membres du conseil d'administration, dont la préfecture a les noms, qui sont responsables de la conduite de l'association. Ce qui implique certaines responsabilités, une responsabilité civile, éventuellement une responsabilité pénale également, parce qu'un organisme a une responsabilité pénale. Donc les administrateurs ont la responsabilité de la conduite de l'association. S'il y a le moindre souci, ce sont les administrateurs qui sont responsables. Néanmoins, on ne veut surtout pas vous effrayer, puisque dans la pratique, il est extrêmement rare que les administrateurs soient mis en cause et que leurs responsabilités soient mises en cause. D'une part, parce que le caractère bénévole de l'exercice du mandat d'administrateur est considéré comme tel par la justice, c'est-à-dire qu'un administrateur salarié dans une entreprise ne sera pas vu de la même manière qu'un administrateur bénévole dans une association face à la même situation lorsque la justice est saisie. D'autre part, il y a quelques points de vigilance. Autant il y a une vraie responsabilité des administrateurs, autant quelques règles finalement de base, les règles de ce qu'on pourrait appeler les règles de bon père de famille, même si le propos est un petit peu sexiste, vous m'excuserez, mais en tout cas des règles de fonctionnement assez classiques finalement et assez normaux permettent d'éviter tout souci. Donc bien veiller au respect du fonctionnement de l'association, au respect des statuts, bien organiser les assemblées générales 1 fois par an, veiller à ce que l'association dispose d'une assurance. Aujourd'hui, l'ensemble des grandes compagnies d'assurance proposent des contrats adaptés aux associations qui s'adaptent au fonctionnement de chaque association. Donc, avoir une assurance, ça paraît bête. Parfois, c'est oublié par les associations. C'est véritablement essentiel. Veiller au bon respect des obligations fiscales et sociales. Ben voilà, lorsqu'on recrute des salariés, il faut aussi penser qu'il n'y a pas qu'un salaire à verser tous les mois, où il y a aussi des cotisations à payer et que parfois certaines associations oublient cette partie-là et peuvent se retrouver en difficulté. Et enfin, réagir rapidement. On a mis en cas de cessation de paiement, il y a de toute façon un commissaire aux comptes à partir d'une certaine taille
Il peut même être recommandé de prendre un commissaire, même si on n'atteint pas les seuils, parce qu'un commissaire en compte permet d'avoir ce regard externe sur les comptes. Et il est attendu que le conseil d'administration réagisse rapidement lorsqu'il y a des alertes et mettre en place éventuellement les décisions qui s'imposent. Et respecter ces quelques règles de base, qui paraissent finalement des règles de bon sens, permettent d'assumer les responsabilités des dirigeants sans que celles-ci soient réellement trop lourdes et pour que tout fonctionne sans forcément qu'il y ait de soucis. Voilà, mais écoutez, on avait prévu une séquence de. Je vois le temps qui tourne. Peut-être que nous pouvons passer directement, Jean-Yves, de quelle façon nous, notre association. Donc, Philippe, c'est peut-être intéressant quand même par rapport à ce qu'on vient de se dire, de voir ce que vous avez comme retour, comme point d'attention. Non, pas particulièrement. Non, je voulais juste, parce que en entendant Hélène quand elle parlait, etc., je retrouvais un petit peu ce que nous, on a connu au tout début, parce que quand on s'est créé donc il y a 11 ans. Bah, moi-même, j'étais membre d'un bureau, enfin du bureau, et puis finalement, je suis devenu directeur, etc. Et en fait, voilà, c'est vrai qu'au tout début, petit à petit, où on grandit, il y a un moment où on doit créer beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça peut être un travail assez vaste et bon, il y a toujours après. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est vraiment un moment important où c'est ça qui permet de grandir. Moi, je sais que à l'époque, on a eu une présidente et une vice-présidente, Christiane, qui nous ont rejoints et qui nous ont vraiment permis de nous étoffer là-dessus, à mesure où voilà, notre équipe aussi se développait. Et c'est vrai que c'est des passages vraiment indispensables, quoi. Et de la même manière qu'aujourd'hui, nous, on est devenus suffisamment grands aussi pour pouvoir commencer à devoir nous aussi nous organiser sur d'autres aspects. Et donc, c'est petit à petit. Mais c'est vrai qu'il y a des phases cruciales comme ça, je pense, dans un mot. Et c'est bien les négocier qui permet d'avancer et d'être au contraire après derrière plus agile, je dirais. Mm, Plus, mm. mais c'est vrai qu'il y a un moment, on peut se dire, ouais, il y a tellement de trucs à faire. Donc, Alors, je, Eh je ben, suis. vous faites une bonne transition parce que Jean-Yves va vous dire comment, dans certains cas, on peut vous aider. Hein, c'est Et ça, ouais, voilà, Jean-Yves? c'est ça. Il y a des aides et puis bah, après, voilà, c'est beaucoup d'espoir parce que après derrière, ça marche. Tout à fait. Globalement, pour revenir un tout petit peu sur l'aspect collégialité qu'évoquait, enfin qu'évoque un peu tout le monde d'ailleurs, mais qu'évoquait Hélène particulièrement tout à l'heure. Ceci étant, ce que je vais dire là n'est pas une vérité fondamentale, mais en tous les cas, je l'ai vécu. J'ai été moi-même dans une structure associative et fondation ensuite, voilà, dans le cadre professionnel. Et souvent, on fait les choses, je dirais, à l'inverse de de la façon dont on devrait les faire. Pour moi, le cadre est garant de l'efficacité. Et la collégialité, certes, je pense que ça peut être une bonne façon de procéder, sous réserve qu'il y ait un cadre bien défini. Mm, C'est ce que disait Michel tout à l'heure, notamment au niveau du circuit décisionnel. mm. Et c'est ça qui est parfois un peu compliqué, parce que, évidemment, si pour prendre une décision, il faut que tout le monde soit d'accord, ça peut prendre du temps et on perd en efficacité de l'association. Et souvent, on commence d'abord par être dans l'action, ce que je comprends, parce qu'on a envie de faire des choses. Et finalement, il faudrait plutôt commencer par structurer, entre guillemets, hein, ça n'empêche pas d'être dans l'action, bien évidemment. C'est juste une petite remarque de départ. Dire que la contrainte, c'est une contrainte, un cadre, évidemment, c'est par définition. Mais la contrainte permet finalement la liberté d'action. Enfin, on rentrerait là dans une démarche un peu philosophique sur l'association, le milieu associatif. Mais je pense que oui. Ceci étant, moi, je suis très favorable à la collégialité. Je l'applique moi-même enfin, nous l'appliquons parce qu'on est plusieurs au niveau des Pays de Loire pour ce qui est de l'antenne Loire-Atlantique de Passerelle des compétences. Donc, j'y suis parfaitement favorable, sous réserve que chacun connaisse bien son rôle et puis qu'il y ait un circuit de décision qui soit bien identifié pour ne pas perdre de temps dans des discussions qui n'en finissent plus. Parce qu'évidemment, moins on est dans le descendant et plus ça demande d'échanges, de discussions, d'arriver à convaincre. Enfin voilà. Mais c'est intéressant en même temps. C'est plus riche, hein. C'est beaucoup plus riche.
mais c'est parfois plus difficile. Enfin, c'était juste une remarque, Hélène, hein, en passant, Ouais. mais Moi, je voulais juste ajouter que bon, on n'était pas sauté comme ça dans la collégiale sans avoir cadré un certain nombre de choses. d'accord. Déjà, on a essayé de cadrer les rôles et les missions de chaque pôle qu'on envisageait. On a commencé un travail aussi sur la prise de décision qui est en cours. En fait, l'idée, c'était que la collégiale, cette nouvelle collégiale, ce nouveau fonctionnement, puisse cette année, en tout cas, trouver son fonctionnement propre. Parce que, en fait, j'estimais que c'était pas moi, en tant que Bien présidente, sûr. ancienne présidente, de décider du fonctionnement de la prochaine collégiale et que c'est les membres et ceux qui font vivre ce cercle-là euh, sont, euh, qui sont amenés à décider de leur propre Tout à fait. fonctionnement. Tout à fait. Et donc là, l'idée, c'est d'amener justement des temps où on peut réfléchir ensemble à comment est-ce que ça peut fonctionner. Alors, c'est sûr que ce sera pas forcément idéal si c'est que mes compétences à moi qui les amènent, mais en tout cas, j'ai quand même un certain nombre d'idées et de personnes autour de nous qui peuvent être ressources. Euh, mais voilà, c'est quelque chose qui se construit et je pense que faut laisser le temps aussi et des fois des moments où c'est un peu flottant l'action, mais que c'est nécessaire pour le groupe actuel de reposer des nouvelles bases en fait. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Peut-être Ok. quand même juste un petit mot sur la collégialité. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé aussi du fonctionnement, du process, etc. En revanche, c'est vrai qu'il y a certains postes, notamment les postes de président, qui sont lourds en termes de charge mentale. Et c'est vrai qu'on croise aussi, nous, des présidents qui sont pas loin du burn-out parce qu'ils en font trop. Et le fait de mettre en place une collégialité, au-delà de l'impact, du meilleur travail, ça permet aussi de répartir la charge mentale de postes qui sont lourds de façon plus efficace. Parce qu'un président qui a une association qui a plusieurs salariés, c'est quand même pas mal d'ennuis parfois, il faut dire la réalité. Et le fait de partager finalement les joies et les peines, ça permet aussi de faire mieux fonctionner l'association, mais ça permet aussi d'avoir des bénévoles qui se sentent plus à l'aise et qui se sentent beaucoup plus en équipe, avec cette charge mentale beaucoup plus répartie entre plusieurs personnes. Oui, et puis ça rend aussi l'association plus participative. Et ça, je pense que c'est vachement bien pour les individus en fait qui peuvent s'impliquer. Mais évidemment, il faut que les choses elles soient claires sur ce en quoi elles peuvent s'impliquer, c'est quoi enfin, des champs d'action possibles, essayer d'ouvrir ça. Mais ça, Et je dirais, le mot-clé, c'est la confiance aussi. la confiance, ouais, C'est vraiment le mot-clé Et la quand on est dans le bienveillance. collégial. Ouais. c'est vrai. Mais Bah, écoute, moi, enfin, moi, ce qui m'a frappé, parce que bon, j'avais mon entreprise, c'était simple, les décisions étaient prises. Moi, ce qui me frappait aussi, c'est le fait qu'il y ait un conseil d'administration. C'est vrai que ça prend des délais aussi sur les prises de décision par rapport aux salariés, par exemple, ou par rapport à des orientations. Prendre le temps de la réflexion, mais aussi de prendre des décisions sans attendre que, il y en a pour un mois encore avoir un conseil d'administration, enfin, d'avoir une certaine souplesse qui permette d'avancer. Alors, c'est peut-être ma façon à moi d'être aussi, d'avancer vite et enfin, d'avancer vite. D'avancer quand même quand il y a des problèmes qui se posent et qu'il y a des décisions à prendre ou même des orientations, parce que comme nous, on est enfin, comme vous aussi, hein, c'est vraiment du développement, c'est nouveau, etc. Il y a des moments clés où il faudrait avancer plus vite et c'est vrai que c'est pas toujours très simple. Et c'est aussi le fait de se structurer, comme vous le disiez, c'est-à-dire que d'avoir des relais dès qu'on commence à être un peu grand, d'avoir des relais sur un certain nombre de sujets, de manière d'avoir quelqu'un qui soit capable de parler au nom d'un groupe ou d'un sous-groupe, de façon à pouvoir oui. avancer. Et en tout cas, pour moi, vu de mon expérience, c'est un des défis des associations pour pouvoir arriver à fonctionner de manière pas trop lourde et trop Et fluide. administrative. Voilà, Oui, fluide. oui. Oui, il faut trouver le cadre et la fluidité quand même, Ouais. parce que c'est vital, hein.
Et c'est pas ce qui est plus D'où simple. Pardon. l'utilité de la clarté des circuits de décision, Oui, Oui. et d'une part, et d'autre part, des délégations de pouvoir ou délégations de décision. Donc, Quand tout ça est bien clair, ça n'empêche pas la collégialité, Hélène, hein, ce n'est pas du tout la oui, question. oui, tout Oui, à fait. Quand oui. tout ça est bien clair, ça permet d'avancer et effectivement de ne pas reporter des décisions, parce que quand il y a des salariés derrière, il y a des décisions qui impactent aussi, hein, Bien sûr. donc je on crois est bien on arrive complètement au bout de d'accord. notre temps, hein, n'est-ce pas, Oui, oui, complètement. Pascal? Donc, on va faire Ok, peut-être. excusez-moi parce que je suis parti, j'ai dérivé. Je vais la diapo suivante, ou Philippe ou Michel, allez-y sur la diapo suivante, hein, vous la maîtrisez mieux que moi, hein, ça ira plus vite. Oui, donc la façon dont on peut aider, ça va aller très vite, c'est-à-dire sur des missions comme revoir les statuts, repenser, pardon, faire un plan stratégique, vous aider à faire une charte éthique. Ça, on peut faire des missions de compétences où quelqu'un qui connaît le sujet, qui a une méthode parce qu'on a défini, on a des C'est fiches ça. pratiques pour le faire. On peut faire une mission de compétences pour vous accompagner là-dessus. Si c'est pour repenser votre gouvernance, on a par exemple un diagnostic, radar de gouvernance qu'on peut vous soumettre, qui vous permet vous-même de faire un autodiagnostic de là où vous en êtes sur votre gouvernance pour voir justement comment ensuite on pourrait éventuellement faire des missions de compétences pour vous aider. Et puis, on en a déjà beaucoup parlé. Ce que l'on fait, c'est des accompagnements pour le renouvellement du conseil d'administration dont on a beaucoup parlé. Donc, dans la suite de ce webinaire, ce qu'on peut vous envoyer, on a des fiches pratiques pour les associations. Donc, on peut tout à fait vous envoyer la fiche pratique sur le renouvellement du conseil d'administration, sur la charte éthique. Je ne sais plus si on en a une sur le plan stratégique, j'ai oublié. On a fait beaucoup, mais je ne sais pas. Mais on peut vous envoyer ces fiches pratiques pour vous donner une idée du contenu. Et ensuite, ben, si vous avez besoin, ben, vous faites appel à Jean-Yves. Et de toute façon, on travaille en étroite synergie et on Absolument. répondra au mieux à vos besoins. Donc peut-être un mot, et puis ce sera le dernier, votre mot par rapport à ce webinaire. Si vous avez 2 mots à dire, vous diriez quoi? C'est intéressant pour nous de savoir à chaud, quel est votre retour? Bah, C'était moi, je très dirais intéressant. Pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. C'était très intéressant et par ailleurs, c'était aussi sympa de pouvoir rencontrer une autre association qui est, voilà, pour vous, ça ne devait pas être évident parce qu'il y avait un peu grand écart entre une association qui est au tout début et puis nous qui avons plus d'expérience, hein. Mais en même temps, c'était extrêmement riche, donc merci à vous. merci. Et enfin, je veux dire, à vous toutes et tous. Oui, Voilà. oui, merci à vous parce que c'est aussi en écho aussi à des choses qu'on rencontre et sur lesquelles on essaie de trouver des solutions. Et donc, ça vient confirmer un certain nombre de choses. Ça ouvre des portes aussi. Donc, merci beaucoup. Hélène, 2 mots? J'ai trouvé ça très intéressant. En plus, c'est précisément dans mes réflexions du moment, donc ça nourrit beaucoup voilà, mon travail actuel. Donc ça, merci beaucoup. Je pense qu'on va revenir vers vous, hein, vous avez des belles propositions. Donc merci pour toutes les associations que vous aidez parce que ça me semble structurant tout ça et ça permet peut-être à des petites assos de se pérenniser dans le temps et d'amener des compétences qui peuvent nous échapper aussi. Donc merci beaucoup. Ben, merci de votre confiance. Le mot de la fin, Pascal? Ah bah, Non, écoute, j'ai un ou deux mots à dire. Je crois qu'il y a vas-y, quelque chose vas-y, Jean-Yves, Je vas-y. crois qu'il y a encore une ou deux diapos qui n'ont pas été passées, donc Ah, j'aimerais. Oui, mais on enverra le support. On va pas, Non, Ouais. on non, va. non, non, je voudrais juste préciser une Ah, chose pardon. quand même, ça me Ah, paraît vas-y, vas-y, important, pardon. c'est que je ne suis pas l'interlocuteur pour la Bretagne, et c'est Ouais, justement là où la diapo est importante. ouais, Il y a effectivement, pour les Pays de Loire, je le suis, enfin, nous sommes plusieurs, hein, mais je n'ai pas mis tout le monde. Ah si, encore j'ai mis tout le monde. Donc pour les Pays de Loire, il y a 3 interlocuteurs, donc j'en parle pas, mais en revanche, sachez que votre interlocuteur pour la Bretagne, c'est Laurent Carré. Je m'arrête juste là, je sais que le temps est passé, mais c'est important de le dire quand même. Vous avez son ouais, email qui est là. Si vous avez besoin ouais. de quoi que ce soit au niveau des outils et des missions que viennent d'évoquer, comment dirais-je, Michel Mm. et Philippe,
vous pouvez le joindre et c'est lui qui, en liaison évidemment avec l'équipe nationale, ça dépend des sujets, vous aidera, trouvera les bénévoles adaptés, adéquats, et en liaison aussi, parce qu'on est dans le cadre d'un partenariat, bien sûr, avec Malakoff Humanis, et je pense que la demande initiale, dans ce contexte-là, passe d'abord par Malakoff et par Pascal. Eh Donc oui, oui, voilà, oui. c'est un peu, voilà, c'était juste, je voulais, voilà, soit, Merci, j'arrive. en tout cas, les contacts, important de définir le cadre toujours. les contacts Malakoff Humanis, effectivement, mais vous connaissez sûrement très bien Donia Breillet. Oui, pour la Donc, Bretagne. il ne faut pas hésiter à prendre contact avec elle si vous souhaitez bénéficier voilà, d'un accompagnement plus spécifique auprès de Passerelle et Compétences, parce que effectivement, au-delà de la mise en place de ces webinaires, on a un partenariat un peu plus large avec Passerelle et Compétences pour permettre à nos associations partenaires de bénéficier d'accompagnements spécifiques tels que celui qu'on vous a présenté ce matin. Voilà, donc ça vous permettra d'être adhérent à l'association Passerelle et Compétences, de bénéficier de ces accompagnements et d'autres informations que propose par ailleurs Passerelle et Compétences. Voilà, donc Absolument. un grand merci c'était vraiment très, très intéressant, très riche. Je veux dire, même pour nous, parce que on est aussi parfois représentant en conseil d'administration voilà, de notre institution. Donc, c'était aussi très riche pour nous. Merci beaucoup pour tous ces échanges de ce matin. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci Michel et merci Philippe. Jean-Yves, à bientôt. Et, Merci à Pascal. bientôt en Bretagne. Merci à tous et de bonnes choses dans tout vos le monde. associations. Plein de Une bonne projets. journée à vous. Bonne journée. Merci, au Merci tout le revoir. monde. Au revoir. À bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.